Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Donc, bon, la semaine passée, j'ai fait les petits résumés des cours précédents. J'espère qu'ils ont été d'une certaine utilité aujourd'hui. Et après, on a fait dans la deuxième heure une petite introduction aux boucles dans la théorie des cordes en les reliant à des surfaces non banales, topologiquement non banales, de la surface d'univers balayée par la corde. Donc, aujourd'hui, dans la première heure, on va discuter un sujet qui est assez intéressant parce qu'on va voir la théorie des cordes dans un angle un peu différent, mais on va retrouver que tout marche bien et, disons, tout colle bien avec ce qu'on a déjà appris. En plus, on va comprendre certaines choses peut-être avec une perspective différente et intéressante, en particulier, par exemple, la signification des dimensions critiques. On va les voir dans une nouvelle lumière, si vous voulez. Donc, on va commencer avec, en décrivant des cordes qui se propagent dans des fonds non banals, et on va imposer sur cette théorie les conditions d'invariance locale qu'on a imposées tout le temps, dans ces nouveaux cas, et on va trouver à partir de ça une action efficace pour la corde, et on va lui donner deux significations différentes, et aussi on va discuter deux développements intéressants de cette action efficace, et on va retrouver, comme je dis, plusieurs propriétés de la corde. Et des nouvelles aussi, pardon. Donc, on avait déjà vu au niveau purement classique comment introduire dans l'action de Nambu-Goto un espace-temps non banal, une métrique de l'espace-temps non banal qu'on avait écrit comme grand G mu nu de x. Et on aimerait généraliser cette construction et après la discuter au niveau quantique. Parce que je vous rappelle, on avait introduit ça et après on a dit, bon, pour faire la quantisation de la théorie, on oublie la métrique courbe et on considère que le cas de la métrique de Minkowski. Bon, pour généraliser cette construction, c'est mieux de partir directement avec la formulation à la Polyakov, qu'on a déjà discuté. Et je vous rappelle simplement, je recopié ça, que l'action de Polyakov dans une métrique non banale s'écrit de cette façon-là, c'est-à-dire simplement, au lieu de mettre là eta mu nu, je mets une fonction g mu nu de x. Donc, notez bien qu'on introduit un champ ordinaire, g mu nu de petit x, et après, simplement, la prescription pour écrire l'action est qu'à la place de petit x, je mets la coordonnée de la corde au point sigma tau particulier, et après, il y a un intégral sur les variables de la surface d'univers. Bon, c'est la façon qu'on utilise aussi pour les particules. Alors, je vais noter une chose, que si je considère la chose intéressante du point de vue quantique, que c'est l'action divisée par la constante de Planck, et si vous vous rappelez que T divisé par H bar, c'est rien d'autre que 1 sur cette longueur de la corde au carré, vous voyez que dans l'action quantique, la seule chose qui apparaît, c'est la combinaison G mu nu divisé par la longueur de la corde au carré.
Donc, en principe, tous nos résultats doivent dépendre uniquement de cette combinaison. Et on va vérifier ça plus tard. Alors, donc, les propriétés d'invariance par hypermétrisation de la surface d'univers et aussi l'invariance de Weyl pour une échelle, transformation d'échelle de la métrique gamma, sont présentes classiquement sont présentes pour n'importe quel G mu nu. Et on peut se demander quel autre type de couplage je peux écrire qui ont la même propriété, que classiquement au moins, ils préservent toutes ces symétries. Alors, on procède par analogie avec le cas de la particule. Si on a une particule élémentaire, nous savons, depuis la théorie classique, que c'est très facile de coupler une particule chargée à un champ électromagnétique. Et la façon de faire ça au niveau de l'action, donc c'est l'action due à un champ électromagnétique pour une particule, un point. On écrit de cette façon-là. X point, c'est la dérivée de x par rapport à tau. Donc, je peux aussi l'écrire de cette façon un peu plus élégante, dx mu en mu. Notez que cet objet-là est invariante pour reparamétrisation du tau. Et il n'y a pas même besoin d'introduire une métrique à une dimension. C'est ce que j'avais appelé petit e pour Einbein dans un cours précédent. Alors, on peut suivre l'analogie. Comme une corde a une dimension supplémentaire par rapport au point, on trouve tout de suite que les champs qui se couplent naturellement à une corde, ce n'est pas un quadrivecteur, un mu, mais c'est plutôt une forme, un tenseur antisymétrique. Ça, c'est vraiment la généralisation du couplage élémentaire d'un point à une charge. Là, disons, si on a une corde, on antisymétrise par rapport aux index alpha, bêta. Comme résultat, cette quantité-là devient antisymétrique dans les index de l'espace-temps mu nu, et donc le champ que je dois mettre ici est nécessairement antisymétrique. Vous voyez, c'est assez différent de la façon avec laquelle le J mu nu, qui est symétrique en mu nu, il doit se coupler de cette façon-là, et il y a besoin de la métrique bidimensionnelle de la racine du déterminant de l'un pour rendre tout ça invariant par transformation générale en deux dimensions, transformation des coordonnées en deux dimensions, tandis que pour B mu nu, c'est beaucoup plus facile. Et epsilon, alpha, bêta, c'est les symboles antisymétriques en deux dimensions. Dans les notes, j'avais mis tenseur, mais strictement parlant, les tenseurs auraient aussi une racine de gamma. Donc, c'est ce qui rentre ici, c'est vraiment un objet numérique. Epsilon 0,1, c'est 1, et epsilon 1,0, c'est moins 1. Epsilon 0,0 et epsilon 1,1, c'est 0. Hein? Donc, c'est ça. Et ça, on peut vérifier que c'est parfaitement invariante. Cette action est aussi invariante, mais ça, c'est une invariance, si vous voulez, de l'espace-temps. Donc, ce n'est pas une invariance qu'on doit imposer, mais on note simplement que si je fais une transformation de B en B plus d lambda, là, j'utilise le langage des formes. Ça veut dire simplement c'est le roteur d'un vecteur. Parce que lambda, là, c'est comme B, c'est une deux formes. Vous voyez, un tenseur antisymétrique, on peut le voir comme une deux formes. Donc, elle peut le transformer avec la dérivée extérieure d'une forme. Ça veut dire, un mot simple, B mu nu va
va en B mu nu plus D mu lambda nu moins D nu lambda mu. Et là, c'est une invariance qu'on peut facilement vérifier parce que si on fait cette transformation de B, les morceaux qu'on obtient, c'est une dérivée totale et donc elle ne contribue pas à l'action. Et je note en passant, et peut-être on le verra la prochaine fois, que j'espère ne faire pas trop de promis, de ne pas jouer le rôle de Sarkozy là. Hein. Je vous promets continuellement qu'on va faire des choses. Alors, dans les pi-brane, on aura, au lieu que 2 coordonnées de l'espace-temps, on aura P plus 1. Donc, la corde, c'est une brane. Les points, c'est 0 brane. Et disons, on aura donc un champ antisymétrique avec P plus 1 index. Bon, ça sera la généralisation au brane. Et on peut se demander, est-ce qu'il n'y a rien d'autre que je peux écrire qui a une invariance pour transformation générale des coordonnées et aussi de Weyl. Transformation générale des coordonnées, c'est très facile. On peut écrire un nombre infini de termes dans l'action. On peut rajouter beaucoup de dérivés. Ça suffit de mettre toujours les gamma au bon endroit. Mais l'invariance par Weyl, c'est beaucoup plus restrictive. Et effectivement, si on y pense un petit peu, on trouve que la seule chose qui a une chance d'être invariant par Weyl, si vous voulez, c'est cet objet-là, où, vous voyez, il n'y a pas le champ X, il ne comparait pas ici, il comparait seulement dans le champ. Donc, ces champs phi, on doit les voir au même titre que les champs J mu nu, G mu nu et B mu nu, un champ scalaire phi qui est couplé à travers cet objet-là, qui est rien d'autre que la Lagrangien de Hilbert-Einstein en 2 dimensions. Ce champ phi, on l'appelle le dilaton. Alors, malheureusement, cette action-là, elle n'est pas invariante par Weyl, sauf si le dilaton, c'est phi, est une constante. Elle ne dépend pas de x. Pourquoi? Parce que si elle ne dépend pas de x, on peut les sortir de l'intégrale, et la chose qui multiplie phi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Là, je l'avais écrit mal dans le texte que vous avez. J'ai réécrit cette phrase parce qu'elle n'avait pas beaucoup de sens, c'est ce que j'avais écrit. Pardon. Et elle multiplie cette intégrale. Et cette intégrale, on l'a déjà vue la dernière fois, quand on a parlé des boucles. Cette intégrale-là, en 2 dimensions, est un invariant topologique qui compte le nombre de trous dans ma surface de Riemann. Donc, elle vaut 2 pour la sphère, elle vaut 0 pour le tore, elle vaut moins 2 pour une surface avec 2 trous et tout ça. Donc, comme c'est un invariant topologique, évidemment, il est invariant aussi pour transformation d'échelle de gamma. Je peux multiplier gamma par n'importe quoi, même par une fonction de xi, et il reste toujours le même. Donc, dans ce cas, c'est invariant de Weyl, et en effet, l'action devient 2 phi 1 moins g, hein, si phi est constante. Mais si phi n'est pas constante, en effet, cette action est non banale, ce n'est pas un pur terme topologique, et en effet, classiquement, il n'est pas invariant de Weyl. Donc, vous direz, alors pourquoi le mettre dedans? Bon, il faut du courage, on oublie ça pour l'instant et on y va. Et vous verrez bien la raison, mais il faut attendre un petit moment. Donc, on les met quand même, comme je l'ai écrit, et donc on met ensemble les 3 termes que j'ai écrits, le terme avec J mu nu, le terme avec B mu nu et le terme avec phi. Donc ça, c'est une corde qui se propage dans une métrique non banale, dans un champ antisymétrique non banal en général, et dans un phi non banal.
Et la question est toujours la même. Quelles sont les conditions pour avoir l'invariance de Weyl au niveau quantique, hein? Parce qu'on a déjà vu que le problème n'est pas banal, même si les fonds sont banals, hein? Donc, on connaît déjà, à travers tout le travail qu'on a fait, qu'on a discuté, une solution à ce problème, c'est la solution assez banale dont l'espace-temps est Minkowski, B est 0 et phi est une constante. Disons, parce que de toute façon, ça, il ne compte rien si phi est constante. Mais on a vu que ça marche seulement si le nombre de dimensions de l'espace-temps est à une valeur critique. On l'appellera D index C pour dire D critique, et ça dépend de la corde, s'il y a des fermions, s'il n'y a pas de fermions. On a vu le cas de D égale 26 et on a vu aussi le cas de D égale 10. Donc, on connaît une solution, mais très, très particulière. Alors, ça, c'est le modèle qu'on a discuté jusque-là. Et il y a juste un petit point additionnel à faire, c'est-à-dire que si on introduit cette action, dans l'intégrale fonctionnelle sur toutes les métriques, hein, on obtient que la contribution de chaque surface de Riemann avec un certain G est pesée avec un facteur exponentiel de moins l'action, hein, avec mes conventions, c'est l'exponentielle de moins l'action euclidienne, et là, j'obtiens ces facteurs-là. Donc, c'est les 2 fois 1 moins G, mais fois encore un signe moins et les phi, si phi est constante. Donc, je vois qu'en effet, pour chaque boucle que je rajoute, donc si je passe de G à G plus 1, je dois peser cette contribution avec un poids exponentiel de 2 phi. Hein, vous voyez, parce qu'il y a plus 2 phi G. Donc, chaque fois que j'augmente G, je prends un facteur E à la puissance 2 phi, avec mes normalisations. Quelquefois, les gens utilisent phi au lieu de 2 phi. Mais disons, avec les normalisations que j'ai données, c'est l'exponentielle de 2 phi. Donc, si on compare ça à la QED, par exemple, à une théorie des champs, le modèle standard, on voit que l'exponentielle de 2 phi joue dans la théorie quantique des cordes le même rôle que la constante de structure fine alpha joue dans la QED. Donc, c'est effectivement ce qu'on peut appeler les paramètres qui comptent le nombre de loops. La puissance de alpha compte le nombre de loops. La puissance de E à la 2 phi compte le nombre de boucles de cordes. À noter que dans la QED, si je considère un certain processus et après je rajoute, disons, l'émission d'un photon, donc je considère une correction, pour chaque photon que je considère être émis ou absorbé, je dois aussi rajouter une racine carrée de alpha. Et on verra bien que la même chose se passe dans la théorie des cordes. Donc, pour chaque corde fermée, en effet, on obtient un facteur exponentiel de phi. On doit introduire ça. Ça, on va le voir justement avec ces langages d'action efficace. Alors, maintenant, on aimerait connaître des solutions beaucoup plus générales que celle-là, des équations de consistance de la théorie, donc d'absence d'anomalie. Mais malheureusement, c'est un problème très non banal. Je pense que c'est un des obstacles au progrès de la théorie. Par exemple, si on veut décrire des conditions dans l'histoire de l'univers qui sont très loin de l'espace de Minkowski, comme disons dans la cosmologie près du Big Bang, on est confronté à dire, bon, qu'est-ce qu'il nous dit la théorie des cordes dans des fonds aussi non banals que le Big Bang? Bon,
on n'est pas encore là, on ne sait pas encore la solution. C'est ce qu'on sait faire, c'est de développer ce champ G, B et phi autour du Minkowski. Donc on dit que si ces champs varient avec X, mais lentement, alors on peut faire un développement comme une théorie des perturbations autour de Minkowski. Alors, vous voyez que si on développe G en puissance de X, disons, autour d'un point fixé, x0, on devrait dire, donc on obtient des puissances de la coordonnée de la corde. Et comme G et X apparaissent dans l'action déjà, je vous rappelle, multiplié par 2x, si je développe G et B en puissance de x, j'obtiens des termes qui sont trilinéaires, quadrilinéaires et ensuite un x. Si par contre, je profite que j'ai ces diapositives, si je développe phi, parce que là aussi il y a un phi de x, en puissance de x, comme là je n'ai pas de puissance de x, je peux rester quadratique dans les x si phi est au plus quadratique. Voilà. On va voir un exemple bientôt. Alors, des théories quadratiques sont faciles à résoudre parce que c'est comme des théories libres à 2 dimensions. Donc, c'est ce qu'on a résolu jusque-là. Mais autrement, il y a effectivement des termes d'interaction. Donc, j'ai mis là ces petites remarques que pour... attendez. Voilà. Pour phi qui est au plus quadratique en x, l'action reste quadratique. Alors, du point de vue de la théorie à 2 dimensions, il s'agit donc maintenant d'avoir une théorie non banale, interagissant et tout ça. Vous savez, pour la théorie quadratique, on avait la solution comme équation de D'Alembert, donc tout était très simple. Là, disons, ce n'est plus le cas parce que les équations sont plus linéaires. Hein, les équations des champs sont plus linéaires. Mais on a un petit paramètre à disposition, on peut voir facilement, que c'est la longueur de la corde, Ls, divisée par les rayons typiques de la géométrie. Hein? On les comprend bien. Hein? Si l'espace est minkowskien, cet rayon est infini. S'il y a une courbure, c'est le rayon de courbure de la géométrie. Et la même chose, disons, c'est pour les autres fonds. Donc, on trouve que de nouvelles contributions à l'anomalie de Weil, c'est l'anomalie qu'on veut tuer, sortent comme un développement en puissance en effet, du carré de ce rapport. L string divisé par L au carré. Ou si vous voulez, les paramètres d'expansion, c'est 2 puissances de la longueur de la corde fois 2 dérivés de mon fond. Hein? On doit avoir quelque chose sans dimension pour faire un développement. Qu'est-ce que c'est la chose sans dimension? C'est la longueur de la corde, parce que chaque fois que j'ai encore un x dans ma théorie, x c'est de l'ordre de la longueur de la corde, hein? Si vous voulez, c'est la dimension de la corde, on l'a dit plusieurs fois, et c'est divisé par cette autre longueur. Alors, comme LS2 est alpha prime fois h bar, disons, on appelle ça les développements en alpha prime de la théorie. Hein? Donc, c'est un petit peu la même chose. Hein? On a fait la limite de la zéro pente. Hein? Vous vous rappelez? Donc, c'est un peu le même principe. C'est basse énergie, alpha prime petit. Alors, bon, là, c'est une question un peu de langage. Donc, l'invariance de Weil, c'est une invariance par transformation d'échelle. Et on peut utiliser, pour discuter cette invariance de Weil, le même langage qu'on utilise en théorie des champs pour la brisure de l'invariance d'échelle, par exemple en 4 dimensions, quand on parle de la QCD, qu'il y a la fonction bêta et tout ça. On utilise un peu le même langage.
avec une différence importante que dans la QCD, le fait qu'il y a des violations de l'invariance d'échelle, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas pour ça que la théorie devient non consistante. En effet, c'est justement cette dépendance de la constante de couplage par l'échelle qui nous donne la liberté asymptotique, peut-être le confinement et tout ça. Donc, pourquoi? Parce que là, l'invariance d'échelle, c'est une invariance globale qu'on peut briser. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas des choses non physiques qui se passent. Tandis que là, dans cette théorie à deux dimensions, l'invariance d'échelle, l'invariance de Weyl est une invariance de jauge et donc il faut l'imposer. Donc c'est ça la différence. Donc on doit travailler, si vous voulez, en théorie des codes, dans ce qu'on appelle un point critique, où les fonctions bêta qui décrivent la brisure de l'invariance d'échelle sont 0. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle des fonctions bêta et on met les fonctions bêta à 0 pour dériver les conditions sur le fond pour avoir l'invariance de Weyl. Alors, comme les fonds G, B et Φ sont comme des constantes de couplage, on a vu, pour les modèles, pour la théorie en dimension, disons, les fonctions bêta dépendent de G, B. Comme dans la théorie des champs, les fonctions bêta dépendent des constantes de couplage. OK, il faut faire ce petit exercice mental pour traduire d'un cas à l'autre. Donc, il y a des analogies, mais il y a aussi des différences conceptuelles importantes. Donc, on mettra à 0 ces fonctions bêta, on doit les calculer. Je ne vais pas faire les calculs ici. C'est assez compliqué, mais disons, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et dans ces fonds qui satisfait ces conditions-là, en principe, on peut faire la théorie quantique de la corde, la résoudre, trouver les spectres, trouver l'amplitude de diffusion et tout ça. Ça peut être très difficile, hein? Ce n'est pas quelque chose de banal, on ne sait pas toujours le faire, peut-être on sait rarement le faire, mais en principe, la théorie devrait être non pathologique. Alors, les calculs poussés jusqu'au premier ordre non banal nous donnent ces fonctions bêta-là. C'est assez compliqué déjà. Si je voulais dire, voilà. Et je pense, oui, sûrement, on a calculé jusqu'à l'ordre suivant et peut-être deux ordres suivants, mais je ne pense pas tout. Mais je pense que cet ordre-là est connu, mais il est encore plus long, évidemment. Donc, vous voyez, ce n'est pas banal de faire les calculs, mais donc, qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve que, donc, il y a un bêta pour chaque champ, donc il y a un bêta phi, un bêta g, et comme g a des index mu, on a ça, c'est aussi un de ces index mu, et la même chose pour les champs B. Alors, pour les phi, il y a un terme que vous voyez bien là, qui est D moins DC, D critique, divisé par 3, qui ne dépend pas de la longueur de la corde, qui est là même si je mets tous les champs constants. Vous voyez, si je mets tous les champs constants, tout ça part et je reste seulement avec ça. Et après, il y a les premières corrections, comme je l'avais promis, vont avec 2 puissance de Ls fois 2 dérivés. Là, il y a 2 dérivés. Le champ H, c'est, si vous voulez, l'analogue du champ F mu nu pour l'électromagnétisme, hein, qui est invariant de jauge. Donc, alors, vous voyez maintenant une autre signification de la condition qu'on a trouvée D égale 2C. Que si D est différent de 2C, et comme D et DC sont des entiers, donc
Donc, si D est différent de DC, ça c'est un nombre d'ordre 1. On ne peut pas les faire petits, parce qu'ils sont des entiers. Donc, soit est 0, soit est ordre 1. Et pour compenser ça et faire si que la fonction bêta soit 0, j'ai besoin des champs qui varient beaucoup sur une distance de l'ordre de la longueur de la corde. Donc, autrement dit, si D est différent de DC, je ne peux pas avoir des solutions qui sont près de l'espace plat, qui décrit un univers grand. C'est ce que nous observons et tout ça. Donc, dans un sens, il rend la condition D égale DC un peu moins frappante, hein, parce qu'on aurait pu se demander, mais pourquoi les cordes ont besoin de cette dimension critique? Ils ont besoin seulement si on considère des fonds qui sont plats, assez plats. En plus, si D n'est pas égal à DC, c'est vrai que ce terme-là doit compenser ça, donc les champs doivent varier, mais une fois que deux dérivés sont compensés par 2 puissances de Ls, 4 dérivés seront compensés par 4 puissances de Ls, et on ne peut pas dire qu'on a une solution si on néglige ces corrections. Vous voyez, si les champs sont lentement variables, je peux dire que ça, c'est une petite correction. Et donc, je peux ignorer les corrections successives, mais sinon, ça ne va pas. Mais il y a heureusement des cas où on a la chance qu'on peut trouver une solution où on a une compensation entre ces deux choses-là. Et ça, c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, que les champs phi, les dilatons, peuvent être quadratiques dans x, dans sa variable, sans que la théorie devienne très compliquée. Et l'exemple plus connu, c'est celui d'un dilaton linéaire. Donc, j'ai fait cet exemple-là parce que, disons, c'est pas qu'on va y faire beaucoup de physique avec, mais disons, c'est du point de vue conceptuel intéressant que si je prends, peut-être je devrais aussi, mais non, je reviens sur les bêta après. Non, continuons comme ça. Donc, si phi est une fonction linéaire de la coordonnée x mu, donc je l'écris comme q mu x mu, où q mu, c'est une constante, je peux voir, et je prends tous les autres champs banals, donc je prends la métrique Minkowski, mais sans insister que D égale DC, B égale 0, et phi égale une fonction linéaire de x. Je peux regarder les fonctions bêta et je découvre que tout va à 0 si q mu, donc le carré lorenzien de q, vaut cette quantité-là. Comme je dis, hein, c'est une grande quantité, donc c'est d'ordre 1 divisé par l'échelle de la corde. Comme cette échelle est petite, disons ça, c'est une quantité très grande. Bon, vous voyez ça avec cette équation-là. Tous ces termes-là sont 0, H est 0, H est 0, R est 0, ça c'est tout 0, et les termes qui restent avec phi sont ça, ça et ça. Mais disons, comme phi est linéaire, ce terme-là est aussi égal à 0. Et le seul terme qui reste est ça. Et si je dis que ce terme-là doit compenser ce terme-là, j'obtiens l'équation que j'ai après. Et la chose, alors, oui, ça nous dit aussi quelque chose de très intéressant. J'avais dit que l'action du dilaton, elle n'était pas classiquement invariante de Weyl, au moins que phi soit constant. Et là, j'ai pris un phi qui n'est pas constant. Donc, si vous voulez, j'ai fait quelque chose d'assez astucieux parce que j'ai introduit une brisure classique
de l'invariance de Weyl pour récupérer l'invariance de Weyl au niveau quantique. Donc, c'est un petit truc. Mais la chose importante, c'est l'invariance de Weyl au niveau quantique, parce que la vraie théorie est la théorie quantique. Donc, c'est quelque chose qui, ce n'est pas la première fois qu'on voit des choses pareilles, que des symétries qui ne sont pas là au niveau classique vont être récupérées au niveau quantique. On va en voir d'autres plus tard. Alors, bon, cette théorie-là a été étudiée, c'est une théorie de Liouville. Ah oui, je voulais aussi commenter sur le fait qu'il y a un petit problème avec cette solution, c'est que les dilatons tendent vers l'infini quand x tend vers l'infini. Donc, c'est une solution qui ne peut pas être... alors, rappelez-vous que l'exponentielle de 2phi est la constante de couplage. Ça veut dire que quelque part, dans certaines régions de l'espace-temps, la constante de couplage devient très forte. Et là, j'ai oublié de dire, ce sont tous des calculs qui sont faits à g égale 0, donc sous la sphère. Et donc, cette solution-là, elle est vraie au niveau arbre, mais ce n'est pas clair qu'elle soit bonne au-delà. Voilà. Alors, encore une propriété très intéressante de ces fonctions bêta, c'est la suivante. Mais j'ai l'impression d'avoir sauté une transparence. Voyons si c'est... Non. Alors, j'espère de ne l'avoir pas perdu quelque part. Alors, ces fonctions bêta, ils ont encore une propriété. Ils définissent ce qu'on appelle un gradient flow, avec le groupe de renormalisation, quelque chose. Mais, disons, en réalité, c'est ce que ça veut dire, c'est que les fonctions bêta sont eux-mêmes les dérivés d'une fonction. Ici, comme ils sont des fonctionnels ou des fonctions des champs, sont les dérivés fonctionnels d'un fonctionnel, hein, la dérivée d'un fonctionnel. Fonctionnel, ouais. C'est-à-dire que les équations bêta, qui sont assez méchantes, hein, ils ont une forme assez pas trop jolie, ils suivent de quelque chose qui est un peu plus élégant, plus simple, c'est-à-dire qu'ils sont l'équation de champ qu'on peut obtenir si on part d'une action. Alors attention, rien à voir avec l'action du départ, la S. Donc c'est pour ça que je l'ai dénommé avec un autre symbole, gamma, efficace. C'est une action dans l'espace-temps, maintenant. Ce n'est pas une action fondamentale, c'est un outil, si vous voulez, pour obtenir les fonctions bêta. Les fonctions bêta égale 0, on peut prouver, sont équivalents, complètement équivalents aux équations des mouvements qui découlent de cette action-là. Cette action-là, elle a aussi, bien sûr, un développement en puissance de la longueur de la corde, où le terme dominant, c'est ça, d moins dc divisé par... Et après, il y a des corrections. La courbure, là, c'est la courbure calculée en 10 dimensions avec la métrique. Là, c'est un terme cinétique pour les champs de dilatons. Là, c'est un terme qui contient les champs B. Plus, j'aurais dû mettre ici, les corrections ont des puissances de LS et encore plus de dérivés. En effet, pour les points, on va en parler après. Un autre commentaire, c'est qu'apparemment, si on regarde cette action-là, il n'y a pas d'erreur de frappe. Les signes du terme cinétique du champ phi sembleraient être mauvais,
parce qu'il y a un moins ici. Un moins ici, ça fait un plus, mais avec ma métrique qui est moins, plus, les termes avec la dérivée temporelle ont les mauvais signes. Mais ça, à nouveau, on va voir plus tard que ce n'est pas un problème. Disons, ça, c'est l'action juste. Si on fait la variation de cette action-là par rapport à phi, par rapport à g et par rapport à b, on obtient précisément nos équations. Hein? C'est ça l'idée. Donc, c'est une façon, si vous voulez, très compacte de réécrire toutes ces équations avec une action qui est quand même assez jolie. Il nous rappelle la relativité générale d'Einstein, mais avec des champs supplémentaires. Et on va commenter sur ça. Voilà. Oui, au lieu de faire mes commentaires au niveau des fonctions bêta, c'est plus facile de faire les commentaires directement sous cette action efficace qui nous donne les fonctions bêta, les conditions. Alors, quelques observations. Le dilaton, il apparaît comme un facteur devant tous les Lagrangiens fois et qui multiplie quelque chose qui les contient, mais seulement à travers ses dérivés. Bon, c'est un peu difficile à dire, plus facile à montrer. Vous voyez, la dépendance du phi est exponentielle moins 2 phi fois quelque chose qui peut contenir encore phi, mais seulement sous dérivé. Ça, c'est comme on avait attendu, parce qu'on a dit que si phi est constante, toute la dépendance des phi doit être au niveau arbre en exposant et à la moins 2, 1 moins g, vous vous rappelez, comme g égale 0. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on s'attend, et c'est effectivement le cas. Alors, une autre chose est que cette fonction gamma, elle ne contient pas des paramètres arbitraires sans dimension. Hein? Au contraire de la théorie des champs, où on peut mettre une charge, une autre, on peut varier des paramètres, comme la théorie est déjà toute fixée, il n'y a pas de paramètres, donc ces constantes-là sont ce qu'ils sont. On ne peut pas les changer. Là, c'est 1 sur 12, là, c'est un moins 4, et là, c'est un 3. Alors, il y a encore quelque chose qui apparaît, que c'est la longueur de la corde. Il semblerait que le seul paramètre qui rentre dans cette action efficace. Mais en effet, comme je l'avais promis, si on redéfinit de nouveaux champs, au lieu de G, B et phi, on introduit G divisé par 2 puissance de Ls et B également, et phi, on le laisse comme il est, toute la dépendance de Ls disparaît aussi. Donc ça, vous pouvez faire vous-même l'exercice. Ce n'est pas du tout difficile. Vous prenez cette action-là, vous remplacez G par un G prime, qui est G divisé par les puissances, et vous verrez bien que, par exemple, on voit tout de suite dans, dans ces termes-là que c'est comme une constante cosmologique à relativité générale. Là, si je mets ça avec ça, j'obtiens 1 sur Ls à la puissance 2, et la racine de G' bouffe exactement ça. Donc, tout va disparaître. Alors, et finalement, on trouve, peut-être avec surprise, peut-être pas avec surprise, que cette action efficace est covariante en 10 dimensions. Donc, c'est une action, comme on aurait écrit, en relativité générale. Et elle est aussi invariante par rapport à B qui subit cette transformation dite de jauge, parce que B apparaît seulement à travers son dérivé dB, qui est H, qui est invariant de jauge. Et ça, disons, on va en parler un peu plus tard, la semaine prochaine, je pense.
Alors, il y a deux... Non, en effet, la deuxième ère, on va parler de ça. Alors, il y a deux possibles significations de cette action efficace. Une, on vient de la discuter, c'est-à-dire que c'est une façon de générer, à travers ces équations de mouvement, les conditions que le fond doit satisfaire pour avoir les symétries locales en deux dimensions. Ça, je l'ai répété 1000 fois, mais c'est bien de continuer à répéter. Mais il y a une deuxième signification qui est, si vous voulez, celle qui est un peu plus connue pour une action efficace, qu'on peut utiliser une action efficace pour faire des calculs des constantes de couplage, des amplitudes de diffusion, et comme ça. Un petit peu, disons, c'est ce qu'on avait fait quand on a fait la limite des pentes zéro, et on a dit, bon, les amplitudes qu'on obtient à basse énergie coïncident avec ce qu'on obtiendrait si on écrivait cette théorie de la gravitation ou des jauges. Donc, c'est très intéressant que dans la théorie des cordes, ces deux choses sont liées entre eux. D'un côté, l'action efficace nous donne les conditions pour une théorie quantique cohérente de la corde, mais d'autre part, il nous donne aussi les couplages et les amplitudes de diffusion de la corde elle-même, malheureusement, seulement pour l'instant, à cause de des difficultés de résoudre la théorie plus loin, dans la limite de basse énergie. Mais disons, tout marche très bien. Il y a, mais peut-être là je vais m'en passer parce que j'ai un peu plus de matériel pour la deuxième ère, donc vous pouvez lire ça. Disons, il y a un argument un peu pas trop rigoureux de pourquoi cette invariance, donc la question de l'invariance de Weyl est liée à des amplitudes physiques, à des constantes de couplage et tout ça. Voilà. Et ça vient de la structure de la théorie, le fait que les anomalies de Weyl viennent par le biais des comportements de la théorie à petite distance sur la surface de l'univers, mais ces mêmes petites distances sont aussi responsables pour les singularités de la matrice S et donc sont liées aux amplitudes de diffusion. Mais disons, c'est un argument qu'on n'a jamais réussi à le faire d'une façon très précise mathématiquement. Donc, vous pouvez le lire, mais disons, ce n'est pas nécessaire pour le reste. Alors, j'avais aussi promis une chose, j'avais promis que l'exponentielle des phi allait apparaître pas seulement devant l'action pour chaque boucle, mais aussi pour chaque particule qui rentrait dans une amplitude de collision. Alors, on ne les voit pas apparemment si on regarde l'action efficace, parce que là, je vois seulement ça, où c'est... Bon, là, il y a des... vous savez, R de G, c'est une fonction compliquée de G. Si je développe G, elle me donne des choses non polynomiales qui sont les couplages des gravitons entre eux. Mais je ne vois pas de constante de couplage là-dedans. Donc, bon, c'est un petit point qu'il faut expliquer. C'est lié au fait que pour calculer les constantes de couplage, les amplitudes de diffusion, j'ai besoin de travailler avec des champs qui sont bien normalisés. En particulier, les termes cinétiques dans l'action doivent être de forme canonique. Par un champ scalaire, j'ai besoin d'un champ qui apparaît comme deux dérivés du champ, du mu phi au carré et rien d'autre. Alors, comme dans l'action, j'ai ces facteurs exponentiels de moins 2 phi devant l'action, ce n'est pas le cas que les différents champs les champs que j'ai dans l'action sont déjà normalisés.
vous voyez par exemple, bon, phi lui-même, il n'apparaît pas dans l'action correctement normalisé parce que je n'aurais pas dû avoir ça, je n'aurais pas dû avoir même pas la dépendance des LS. Donc, pour passer de champs qui apparaissent ici à des champs canoniques associés vraiment à des particules, je dois absorber des puissances de phi ou de E à la phi sur mes champs. Et grosso modo, comme je veux que les termes kinétiques, quadratiques soient canoniques, je dois absorber une puissance E à la moins phi pour chaque champ pour les rendre canoniques. Donc, imaginons de faire ça. Non. Imaginons de faire ça et de réécrire l'action efficace en termes de champs bien normalisés. On obtient les résultats que je disais parce qu'on part, si vous voulez, avec une action qui a E à la moins 2 phi fois une fluctuation d'un champ à la puissance n, mais comme delta phi n'est pas canonique, je dois réécrire delta phi comme E à la plus phi fois le delta phi canonique. Hein? Parce que le delta phi canonique est E à la moins phi fois les phi. Ok, c'est un petit exercice. Donc, si on passe du champ que j'ai dans l'action efficace au champ canonique, je dois rajouter un facteur E à la moins n phi. Et donc, effectivement, la constante, et ça, c'est les coefficients de delta phi canonique à la puissance n, c'est l'interaction entre n particules. Donc, je peux appeler tout ça la constante de couplage de n particules. Donc, je découvre que la constante de couplage de n particules est E à la phi à la puissance n-2. Ça veut dire que 2 particules, c'est libre, 3 particules, c'est un E à la phi, 4 particules, c'est E à la 2 phi, et ensuite. Et c'est exactement ce qui se passe, par exemple, en QED. Si vous prenez 2 électrons et un photon, j'ai la racine de alpha. Si vous prenez la collision des électrons en 2 électrons à travers un photon, j'ai 2 puissances de G, j'ai une puissance de alpha. Donc ça marche exactement de la même façon. Donc ça c'est pour revenir sur ces petits points. Finalement, notons une chose importante, qu'on a obtenu avec ces méthodes de fonctions bêta qui découlent d'une action efficace, on a obtenu quelque chose qui ressemble à une théorie d'Einstein, de la gravitation en 2 dimensions, maintenant dans l'espace-temps, mais avec des différences importantes, parce que si j'ai fait une comparaison entre ce que j'aurais écrit à la place d'Einstein, okay, comme action en 2 dimensions, j'aurais écrit ça. Hein. Si vous allez dans les cours de l'année passée, vous trouverez cette action-là, bon, en 4 dimensions, et avec la longueur de Planck qui est définie là. Si je regarde ce que j'ai obtenu ça. Donc, vous voyez qu'il y a une constante cosmologique, bon, qui peut être 0 ou peut être très grand. Bon, lambda, c'est la constante cosmologique qu'Einstein avait introduite. Il y a les termes d'Einstein. Bon, il y a d'autres champs, mais surtout, il y a cette différence-là, qu'il y a ces champs scalaires. Donc, même si j'élimine H, je dis, bon, je ne veux pas des champs antisymétriques, je reste quand même avec ces phi qui génèrent des problèmes. Parce que une théorie de ce type-là, c'est une vraie modification physique de la théorie d'Einstein. C'est ce qu'on appelle une théorie scalaire tensorielle. On a parlé l'année passée, quand on a parlé des tests de la relativité générale. Donc, c'est
une théorie à la Jordan-Brandstick. On peut essayer de réduire cette théorie à cette théorie avec une redéfinition des champs, parce que vous savez que si on fait des redéfinitions locales des champs, ça ne change pas la physique, donc on pourrait dire oui, ils ont l'air différents, mais si je trouve une relation entre grand G ici et petit g là, il devient la même chose, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a ce champ scalaire en plus qui est un champ physique. Donc, bon, je peux quand même faire quelque chose qui s'approche d'une relation entre les deux, c'est-à-dire que si phi est constante, je peux dire, bon, regardons le cas phi constante, si phi vraiment est constante, les deux actions vont l'un dans l'autre avec justement une identification de la longueur de Planck à la puissance d-2 avec la longueur de la corde à la même puissance fois cette exponentielle de 2π. Donc, vous vous rappelez que l'exponentielle de 2π, c'était la constante de couplage qui compte le nombre de boucles. Donc, pour phi constante, cette même quantité lie entre la longueur de Planck, qui est définie avec la constante de Planck, en 10 dimensions, c'est ça. En 4 dimensions, c'est la constante de Newton, c'est la longueur de Planck au carré. Mais qui oblige phi à être constante? Voilà, il faudrait quelque chose qui bloque phi en valeur constante, comme un potentiel, quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, les deux actions sont vraiment liées l'un à l'autre, mais si on ne met pas de potentiel à phi, et il n'y en a pas à ce niveau, on obtient un champ sans masse, et on peut voir que ce champ sans masse, ce dilaton, produit des interactions à longue portée qui ne sont pas compatibles avec les principes d'équivalence. Parce que le dilaton qui a spin 0, au contraire du graviton, il est couplé à la masse et pas à l'énergie. C'est très important pour le principe d'équivalence que la gravitation est couplée à l'énergie. C'est pour ça qu'un photon est dévié dans les champs gravitationnels du Soleil. Même s'il a masse nulle, le photon, quand même, il a énergie et donc il sent la force gravitationnelle. Par contre, le photon, il ne sentirait pas la force due au dilaton. Voilà, parce que c'est un champ scalaire. En plus, on peut démontrer que pas seulement le champ phi est couplé à la masse et pas à l'énergie, mais est couplé à des différentes masses avec des couplages différents. Par exemple, il se couplerait au proton d'une façon, à l'électron d'une autre façon, à un neutron avec une autre façon. On a étudié un petit peu ça il y a beaucoup d'années avec Tom Taylor, et on trouve que si le champ phi reste à masse nulle, c'est-à-dire s'il n'y a pas une potentielle V de phi qui les bloque à une certaine valeur, on a des violations de l'universalité de la chute libre, universal free fall, qui sont vraiment incompatibles avec les données. Donc ça, c'est vraiment un danger pour la théorie de la corde qui la rend vulnérable à des expériences de basse énergie ou de grande distance. Et en effet, si on prend la théorie des cordes au niveau arbre, sans d'autres effets, elle est déjà contredite par les données expérimentales. Je conclue avec les deux expansions que j'avais promis, mais disons, on l'a déjà esquissé, je pense. On a vu cette expansion en puissance de la longueur de la corde, et on a déjà parlé du fait qu'il y a une autre expansion en puissance de l'exponentielle de 2π. Donc, si on essaie de mettre les deux expansions ensemble, on obtient quelque chose que schématiquement on peut écrire comme ça. On a cette action efficace de la corde qui, au niveau arbre, a une expansion comme ça,
donc au niveau arbre, il y aura les termes sans dérivés, les termes avec 2 dérivés, les termes avec 4 dérivés, et ensuite. Mais en plus, il y a l'expansion dans le nombre de boucles. Donc, il y aura une correction à cette action-là qui vient de la topologie du Tor, et qu'au lieu d'avoir e à la moins 2 phi, a e à la 0 phi. Et après, il y aura le terme suivant avec e à la 2 phi. Donc, à ce niveau-là, on a des expansions, l'un dans la constante de couplage et l'autre dans la courbure de l'espace-temps ou dans les dérivés des champs. Et disons, je l'ai dit déjà, cette première expansion développement est nouvelle. Elle contient la longueur de la corde, donc elle ne pourrait pas être là dans la théorie quantique des champs. La deuxième, l'expansion en boucle, est commun avec la théorie quantique des champs. Mais la chose très intéressante est que le fait qu'il y a toutes ces corrections de cordes déjà au niveau arbre font aussi que les boucles sont bien définies. Vous voyez? Donc, il y a cette modification déjà au niveau arbre par rapport à la théorie des champs. Après, il y a les boucles comme dans la théorie des champs, mais comme à petite distance la théorie est modifiée, bon, là on voit que le départ, mais on sait que la théorie est plus mou. Donc, les boucles qui en théorie des champs seraient infinies, là il y aurait plein d'infinis en théorie des champs, déjà à 1 boucle, à 2 boucles encore pire et tout ça, surtout si on met la gravitation dans la théorie. Là, à cause de ces corrections-là, on ne sait pas faire toute la série, on ne sait pas faire, mais on sait indirectement, en faisant des boucles, qu'il n'y a pas de divergence ultraviolet. Donc, les deux expansions sont, dans un sens, liées l'un à l'autre. C'est l'un qui rend l'autre bien défini, sans les divergences qu'on a dans la théorie des champs. Et ça, je pense, c'est la dernière. Donc, ça, je l'ai dit déjà un mot. En effet, on peut dire, grosso modo, que l'ordre de grandeur d'une boucle, qui est à la 2 phi, on peut l'obtenir, disons, en faisant un petit calcul bête, si vous voulez. On prend les boucles de la théorie des champs et on met à la main une coupure dans l'ultraviolet liée à cette longueur de la corde. On dit, bon, quand est-ce que les corrections de la corde deviennent importantes? Quand on va à des énergies de l'ordre de 1 sur la longueur de la corde. Donc, si je prends par exemple une boucle divisée par l'arbre, juste pour normaliser une certaine quantité, évaluée au niveau une boucle par rapport à l'arbre, j'obtiens typiquement, en relativité générale, quelque chose qui est la constante de Newton fois quelque chose qui est la coupure ultraviolet, à la puissance d-2 pour avoir quelque chose sans dimension. Alors, à la place de la coupure dans l'ultraviolet, je mets 1 sur la longueur de la corde à la même puissance. La constante de Newton, bon là, je n'ai pas mis les h-bar et tout ça, mais disons, cette quantité sans dimension est exactement cette quantité, cette dimension, c'est-à-dire la longueur de Planck à la puissance d-2, divisée par la puissance des cordes. Donc, si je mets la coupure ultraviolet donnée par la théorie des cordes, j'obtiens que le rapport boucle sur arbre est ce rapport-là. Mais si vous allez quelques transparents en arrière, vous trouvez que ça, c'est exactement l'exponentielle de 2 phi. Donc, c'est ce que la théorie des cordes me donne, équivalent plus ou moins à dire que c'est comme une théorie des champs, mais où on a mis une coupure dans l'ultraviolet liée à la théorie des cordes. Parce que quand on va à des distances beaucoup plus petites que
que la longueur des codes, tout disparaît, la théorie devient très... voilà, je pense que c'est tout pour la première heure. Et ouais, j'ai accumulé juste 5 minutes de retard. Mais on va recommencer pile à 11 heures, hein, parce que j'ai assez de matériel.